À 8h47, le 12 septembre 1944, l'appareil photo automatique cliquetait régulièrement tandis que le F-6F L4 du major Robert Cowboy Stout survolait Peleliu à 2400 mètres. Ses ordres étaient simples: photographier l'aérodrome nord et retourner à l'USS Hornet. Les services de renseignement l'avaient assuré que le terrain était abandonné, probablement endommagé par des raids de bombardement précédents. Puis Stout regarda en bas et son sang se glaça. L'aérodrome en contrebas était bondé d'avions japonais. Des Mitsubishi Zero, des bombardiers Nakajima, des douzaines d'entre eux alignés aile contre aile. Des bidons de carburant empilés en rangées bien nettes. Des équipes au sol grouillaient autour de chaque appareil. Ils n'étaient pas abandonnés. Il se préparait pour une frappe massive. Stout compta rapidement. Au moins 40 avions entièrement armés et ravitaillés. Et il savait exactement ce qu'ils attendaient. Dans 3 jours, 28 000 Marines prendraient d'assaut les plages de Peleliu, l'un des plus grands débarquements amphibies de la guerre du Pacifique. La flotte d'invasion était déjà en route vers l'île. Ces 40 avions japonais étaient positionnés pour les massacrer avant même qu'ils n'atteignent le rivage. La formation de Stout était claire: repérer les forces ennemies, transmettre les coordonnées par radio, retourner à la base et laisser le commandement décider de la réponse. Le travail d'un pilote de reconnaissance était d'observer et de rapporter, pas d'engager le combat, surtout pas seul contre un aérodrome entier hérissé de canons anti-aériens. Mais Stout comprenait aussi la bureaucratie militaire. Le temps qu'il atterrisse, dépose son rapport et que le commandement rassemble une force de frappe, des heures passeraient, peut-être une journée entière. Les Japonais disperseraient ces avions, les cacheraient dans des abris, ou pire, les lanceraient contre la flotte. Les Marines qui débarqueraient sur ces plages dans 3 jours n'avaient pas le temps pour des procédures appropriées. Ils avaient besoin que ces avions soient détruits maintenant, pas demain. Stout tournoya en prenant de l'altitude, étudiant la configuration en contrebas. Les Japonais avaient commis une erreur critique dans leur hâte. Les avions étaient trop serrés les uns contre les autres, entourés de bidons de carburant exposés. Un bon coup au but pourrait déclencher une réaction en chaîne qui consumerait tout le terrain. Il vérifia ses munitions. 6 mitrailleuses Browning de calibre 50, 2400 cartouches au total. Environ 12 secondes de tir soutenu. Pas assez pour détruire 40 avions individuellement, mais assez pour allumer une très grosse mèche. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez sur la bataille de Peleliu. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez entendu parler de l'attaque de Cowboy Stout. Robert Stout n'était pas un pilote téméraire. À 28 ans, il avait déjà effectué 63 missions de combat. Il avait survécu à des combats tournoyants avec des zéros, attaqué des positions fortifiées sous un feu nourri et apponté sur des porte-avions dans des tempêtes qui clouaient les autres pilotes au sol. Il connaissait la différence entre le courage et le suicide. Ce qu'il envisageait maintenant longeait cette limite très soigneusement. S'il attaquait, tous les canons anti-aériens de Peleliu le prendraient pour cible. Il serait seul, sans ailier pour supprimer les tirs au sol ou couvrir sa fuite. Son L4 pouvait encaisser des dégâts, mais un seul coup chanceux au moteur ou au cockpit l'enverrait dans la jungle sans aucune possibilité de sauvetage. S'il n'attaquait pas, ces 40 avions seraient lancés par vagues contre la flotte d'invasion. Les pilotes japonais mitrailleraient les barges de débarquement, bombarderaient les navires de transport et transformeraient les plages en zones de mort. Les Marines mourraient par centaines avant même d'établir une tête de pont. Stout avait vu ce qui arrivait quand les Marines débarquaient sous une attaque aérienne. Il avait volé en appui aérien rapproché à Tarawa, où des avions japonais avaient semé le chaos dans les premières vagues. Il avait regardé, impuissant, des bombardiers cibler des barges de débarquement bondées qui ne pouvaient ni manœuvrer ni se défendre. La décision prit moins de 30 secondes. Stout poussa la manette des gaz et mit le L4 en piqué. L'altimètre se déroula rapidement, tandis qu'il descendait vers la canopée de la jungle. Son plan était simple: arriver vite et bas, frapper les bidons de carburant en premier et sortir avant que les artilleurs anti-aériens ne puissent le suivre. À 600 mètres, il se mit en palier et poussa les gaz à fond. Le L4 accéléra à près de 640 km/h, le moteur hurlant à pleine puissance.
Les arbres défilaient flous sous lui, alors qu'il descendait à peine à 15 mètres au-dessus de la jungle. L'aérodrome apparut soudainement à travers une trouée dans les arbres. Les équipes au sol japonaises levèrent les yeux confuses alors que le L4 passait en rugissant au-dessus d'elles. Certains se figèrent, d'autres plongèrent pour se mettre à couvert. Aucun n'atteignit ses positions anti-aériennes à temps. Stout s'aligna sur la rangée nord d'avions et pressa la détente. Les 6 mitrailleuses ouvrirent le feu simultanément, leur rugissement combiné noyant le bruit du moteur. Des traceurs balayèrent le tarmac, cousant la fine peau d'aluminium d'un zéro. Le chasseur vibra sous les impacts du carburant giclant des réservoirs rompus. Stout ajusta légèrement son tir et tira sur un groupe de bidons de carburant empilés entre 2 bombardiers. Les bidons se désintégrèrent sous les balles de calibre 50. Le carburant aviation explosa dans une boule de feu massive qui engloutit les 2 appareils. L'explosion fut plus grosse que Stout ne l'avait anticipé. Les flammes jaillirent à 15 mètres dans les airs, l'onde de choc secouant son L4 alors qu'il se cabrait violemment. Derrière lui, le feu se propageait avec une vitesse terrifiante. Le premier zéro en flammes enflamma l'avion stationné à côté. Ce feu se propagea à un autre, puis à un autre, chaque explosion alimentant la suivante. En quelques secondes, la moitié de la rangée nord était embrasée. Les équipes au sol japonaises couraient dans toutes les directions, abandonnant toute tentative de sauver les avions. Les artilleurs anti-aériens atteignirent enfin leur position et ouvrirent le feu. Mais Stout grimpait déjà pour s'éloigner, zigzagant pour déjouer leur visée. Des traceurs passèrent en arc près de sa verrière. Il sentit des impacts secouer la cellule alors que des obus de 20 mm perçaient sa queue. Des voyants d'avertissement clignotèrent sur le tableau de bord, mais le moteur continua de tourner vaillamment. Il vira durement à droite, prenant de l'altitude et revenant en cercle. En contrebas, la dévastation dépassait ses attentes. Près de 20 avions brûlaient, les flammes se propageant sur le tarmac comme une rivière de feu. Une épaisse fumée noire bouillonnait vers le ciel, visible à des kilomètres. Mais à l'extrémité sud du terrain, au moins 20 autres avions étaient intacts. Stout vérifia ses munitions. La moitié. Peut-être 6 secondes de tir restantes. Les artilleurs anti-aériens étaient prêts maintenant, le suivant alors qu'il tournoyait. Revenir pour une seconde passe, c'était demander à être abattu. Il se retourna sur le dos et replongea quand même. Cette fois, les tirs anti-aériens furent immédiats et intenses. Des traceurs emplissaient l'air autour de lui comme des frelons en colère. Il fit une embardée à gauche puis à droite, ne tenant jamais une ligne droite assez longtemps pour que les artilleurs puissent l'ajuster correctement. Le L4 vibra sous d'autres impacts, du métal se déchirant quelque part dans le fuselage. Stout arriva sous un angle différent, ciblant les bombardiers à l'extrémité sud du terrain. Ses munitions restantes martelèrent les avions, déchiquetant les gouvernes et perçant les réservoirs de carburant. Il promena son feu sur un camion-citerne qui explosa avec assez de force pour faire basculer un bombardier voisin sur le dos. Les explosions secondaires commencèrent immédiatement. Le carburant enflammé du camion se propagea à des caisses de munitions empilées qui détonèrent en une série rapide d'explosions. Les propres munitions des bombardiers s'enflammèrent, déchirant les avions de l'intérieur. En quelques instants, la rangée sud brûlait aussi férocement que la nord. Les armes de Stout se turent, vides. Il avait tiré chaque cartouche. Le L4 se sentait mou, alors qu'il se relevait, les gouvernes endommagées le faisant lutter contre lui. Plus de voyants d'avertissement. Quelque chose fuyait, laissant une mince traînée de fumée. Mais en contrebas, tout l'aérodrome était un enfer. Chaque avion, chaque bidon de carburant, chaque structure était consumée par le feu. La colonne de fumée s'élevait à des milliers de pieds, marquant l'endroit comme une pierre tombale. Stout dirigea le L4 endommagé vers l'océan et le ramena péniblement jusqu'à l'USS Hornet. L'hydraulique lâchait, rendant les commandes lourdes et peu réactives. La pression d'huile chutait. Il n'était pas sûr que le train d'atterrissage sorte, mais au moins le moteur tournait encore. Le vol retour sembla plus long que l'attaque. L'adrénaline retomba, remplacée par la réalisation de ce qu'il venait de faire. Il avait directement désobéi aux ordres. Au lieu de prendre des photos et de revenir comme on le lui avait dit, il avait attaqué seul un aérodrome entier.
La cour martiale était une possibilité réelle, tout comme se faire enguirlander par tous les officiers entre lui et l'amiral. Mais l'alternative, regarder ces 40 avions massacrer les Marines, aurait été pire que n'importe quelle punition que la marine pourrait infliger. Le Hornet apparut à l'horizon. Stout appela la tour par radio et rapporta sa situation. Avion endommagé, train d'atterrissage incertain, demande une priorité d'appontage. Le porte-avions vira face au vent et dégagea le pont. Son train d'atterrissage sortit, mais seulement partiellement. Une roue ne se verrouillait pas. Il arriva chaud et attrapa le second brin. Le L4 endommagé s'écrasa sur le pont assez durement pour plier du métal. Les équipes de pont se ruèrent immédiatement sur l'avion, choquées par les dégâts. La queue était déchiquetée. Le fuselage avait plus d'une douzaine de trous. La peinture était noircie par les brûlures en volant à travers les explosions. Stout descendit du cockpit et se retrouva face à une foule d'officiers. Le chef des opérations aériennes voulait savoir pourquoi il était revenu avec des dégâts de combat d'une mission de reconnaissance. Le commandant d'escadrille voulait savoir pourquoi il avait rompu le silence radio. L'officier de renseignement voulait savoir ce qui s'était passé au juste au-dessus de Peleliu. Le rapport de Stout fut simple. L'aérodrome n'était pas abandonné. Il était bondé d'avions se préparant à attaquer la flotte d'invasion. Il les avait détruits. Tous. 40 avions. 8 minutes du début à la fin. Les officiers le regardèrent fixement. L'officier de renseignement lui demanda de répéter le chiffre. 40 avions détruits par un seul pilote dans un seul avion. Cela semblait impossible. Les photos de reconnaissance le confirmèrent le lendemain. L'aérodrome nord de Peleliu était complètement détruit. Pas un seul avion n'était resté opérationnel. Les photos aériennes montrèrent les carcasses calcinées d'exactement 40 avions japonais éparpillés sur un tarmac noirci. Les dépôts de carburant étaient des cratères. Les structures n'étaient que décombres. Les officiers de renseignement révisèrent leur évaluation de la force aérienne japonaise sur Peleliu. Au lieu d'affronter 40 avions le jour J, les Marines toucheraient les plages avec une supériorité aérienne complète. La menace aérienne japonaise avait été éliminée par un seul pilote qui avait refusé de suivre les ordres. La marine décerna à Stout la Navy Cross, la deuxième plus haute décoration pour la vaillance au combat. La citation louait son héroïsme extraordinaire et son esprit combatif agressif en attaquant seul des forces ennemies supérieures. Sa décision d'engager le combat avait directement sauvé des vies américaines. Mais la bataille de Peleliu qui suivit fut brutale malgré tout. Les Marines débarquèrent le 15 septembre 1944 et firent immédiatement face à certains des combats les plus intenses du Pacifique. Les forces japonaises avaient fortifié les crêtes de corail et les grottes de l'île, transformant chaque position en un bastion mortel. La bataille dura plus de 2 mois et coûta près de 2000 vies américaines. Pourtant, sans l'attaque de Stout, les pertes auraient été bien pires. Ces 40 avions japonais auraient attaqué pendant les premières heures vulnérables de l'invasion, quand les Marines étaient entassés dans des barges de débarquement et des navires de transport. Les attaques aériennes sur les débarquements amphibies étaient dévastatrices parce que les troupes ne pouvaient pas se mettre à couvert ou manœuvrer. Les historiens militaires calculèrent plus tard que l'attaque en solo de Stout avait probablement sauvé entre 500 et 1000 vies de Marines le seul premier jour. Ces 8 minutes de combat avaient accompli ce qu'un escadron complet de bombardiers aurait pu réaliser. Et il l'avait fait exactement au moment critique, avant que les Japonais ne puissent disperser leurs avions. Après la guerre, Stout retourna en Californie et vécut tranquillement. Il parlait rarement de ce qu'il avait fait au-dessus de Peleliu. Ses enfants grandirent en sachant que leur père avait servi dans le Pacifique, mais ils n'apprirent les détails que des décennies plus tard. La Navy Cross resta dans un tiroir, pas exposée sur un mur. Des amis qui le connaissaient décrivirent un homme mal à l'aise avec l'attention ou les éloges. Quand on l'interrogeait sur l'attaque, il minimisait. « J'ai vu des avions qui avaient besoin d'être détruits, alors je les ai détruits », disait-il. N'importe quel pilote aurait fait la même chose. Mais n'importe quel pilote ne l'aurait pas fait. La plupart auraient suivi les ordres, auraient appelé par radio et auraient laissé le commandement gérer les choses par les voies appropriées. Cette approche bureaucratique aurait donné aux Japonais le temps de disperser leurs avions ou de les lancer.
La volonté de Stout de désobéir aux ordres et de faire confiance à son propre jugement fit la différence. Son histoire resta largement inconnue, en dehors des cercles de l'aviation militaire, jusqu'à ce que des historiens redécouvrent les rapports de mission des décennies plus tard. Quand des chercheurs recoupèrent sa citation de la Navy Cross avec les archives japonaises et les photos aériennes, ils réalisèrent toute la signification de ce qu'il avait accompli. Un homme, un avion, 8 minutes, 40 avions ennemis détruits, potentiellement 1 millier de vies sauvées. L'attaque démontra quelque chose que les stratèges militaires étudient encore aujourd'hui: la valeur de l'initiative au niveau tactique. Stout ne pouvait pas savoir avec certitude que sa décision était correcte. Il spéculait sur les plans japonais, il prenait le risque que son évaluation de la menace soit exacte et il misait sa vie sur sa capacité à exécuter l'attaque. Tout dans la situation plaidait pour la prudence. Suivre les ordres, rapporter, laisser quelqu'un de plus haut placé décider. Mais Stout comprit que parfois, la personne sur le terrain voyant la situation de ses propres yeux a un meilleur jugement que des commandants regardant des cartes à des kilomètres de là. Sa volonté de faire confiance à sa propre évaluation, même quand cela signifiait désobéir directement aux ordres, incarnait le principe de l'intention du commandant. La marine ne lui avait pas ordonné d'attaquer cet aérodrome, mais elle l'avait envoyé pour protéger la force d'invasion. Il comprit l'intention derrière sa mission et s'adapta quand les circonstances l'exigèrent. La marine reconnut cela en lui décernant la Navy Cross plutôt qu'en le traduisant en cour martiale. Ils comprirent qu'une adhésion rigide aux ordres aurait entraîné un désastre. La désobéissance de Stout était en réalité la forme la plus élevée de suivre l'intention plutôt que l'instruction. Les pilotes de chasse modernes étudient l'attaque de Stout dans les cours d'entraînement tactique, pas seulement pour les compétences de pilotage qu'elle démontra, mais pour la prise de décision sous pression. L'armée enseigne que parfois, suivre les ordres à la lettre signifie manquer des opportunités qui ne se représenteront pas. L'attaque démontra également une priorisation parfaite des cibles. Stout ne gaspilla pas ses munitions à essayer de détruire 40 avions individuellement. Il identifia les bidons de carburant comme la vulnérabilité critique et l'exploita. Une balle au bon endroit accomplit plus qu'1 millier de balles au mauvais endroit. Son approche sous plusieurs angles, arrivant bas et vite pour minimiser l'exposition aux tirs anti-aériens, montra une sophistication tactique au-delà du simple fait de pointer et de tirer. Il avait analysé les défenses, planifié ses passes d'attaque et les exécuta malgré les dégâts subis. Et surtout, il sut quand s'arrêter. Après avoir dépensé ses munitions, il ne s'attarda pas à essayer d'évaluer les dégâts ou à chercher d'autres cibles. Il sortit de là. La mission était accomplie. Rester plus longtemps aurait été un risque inutile. Toutes ces décisions se produisirent en quelques secondes sous le feu, sans temps pour une délibération minutieuse. L'entraînement et l'expérience de Stout lui permirent de faire des choix en une fraction de seconde qui se révélèrent tous corrects. Robert Cowboy Stout mourut en 2005 à l'âge de 89 ans. Sa famille partagea enfin son histoire publiquement et les historiens militaires se précipitèrent pour en préserver les détails avant qu'il ne soit perdu. Les rapports de mission, les photos de reconnaissance et la citation de la Navy Cross confirmèrent tous ce qui semblait presque trop dramatique pour être cru. En dernière analyse, l'attaque de Stout au-dessus de Peleliu se dresse comme l'une des frappes en solo les plus réussies de l'histoire de l'aviation navale. Aucun autre pilote seul ne détruisit autant d'avions ennemis en une seule mission pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 8 minutes de combat empêchèrent ce qui aurait été une attaque aérienne dévastatrice sur l'invasion de Peleliu. Les Marines qui débarquèrent sur ces plages ne surent jamais qu'un pilote de la marine avait désobéi aux ordres pour sauver leur vie. Ils combattirent à travers l'enfer sur cette île de corail, affrontant des défenseurs japonais dans des positions fortifiées qui transformaient chaque mètre de terrain en bataille. Mais au moins, ils n'eurent pas à affronter 40 avions les mitraillant alors qu'ils tentaient d'atteindre le rivage. Parfois, la chose la plus héroïque qu'un soldat puisse faire est de refuser de suivre les ordres. Non pas par lâcheté ou par rébellion, mais parce que la situation exige une action que le respect rigide de la procédure empêcherait. Stout comprit cela instinctivement. Confronté au choix entre faire ce qu'on lui disait et faire ce qui devait être fait, il choisit la mission plutôt que les ordres.
Son héritage perdure dans chaque cours d'entraînement tactique qui enseigne l'initiative plutôt que l'obéissance, l'adaptation plutôt que la rigidité et la confiance dans le jugement des personnes sur le terrain. L'armée a appris de Stout et de pilotes comme lui que parfois, la meilleure ligne de conduite est celle que personne ne vous a ordonné de prendre. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation où suivre les règles semble faux, où une procédure rigide entre en conflit avec une nécessité évidente, souvenez-vous de Cowboy Stout tournoyant au-dessus de cet aérodrome. Il savait ce qui devait arriver. Il savait que cela lui coûterait s'il avait tort. Et il le fit quand même parce que l'alternative était pire.